pourquoi on est là? Voilà, pourquoi on est là déjà? Pourquoi est-ce qu'on est là? Parce que je rame avec Compagnon et que tu m'as gentiment proposé, viens, on fait un Lean Canva, quoi. Juste peut-être pour expliquer, pour réexpliquer un peu la puissance de cet outil-là. Il y a encore pas si longtemps que ça, on a essayé de lancer, parce que du coup là on est beaucoup sur des lancements de formation. C'est ça, ça va être ça fondamentalement le business de Scrum Life, en tout cas dans l'immédiat. Et on est tombé toujours dans le même piège. On a imaginé un produit vraiment génial. Et puis bah en fait face aux clients, on s'est rendu compte que ça n'intéressait pas. Et là on s'est dit mais on est vraiment des nuls, on est vraiment des débutants, on le sait en fait. Il faut commencer par le Lean Canva. Il faut se reposer les questions de c'est qui est-ce qu'on cible, et c'est quoi leur problème, etc. Donc il y a différentes cases à remplir. Et donc, nous, on a mis les numéros dans celui-là qui est un peu l'ordre recommandé, l'ordre par défaut pour les remplir. Et pour moi, c'est presque ça en fait qui a le plus de valeur dans ce qu'apporte de ce Canva-là, c'est que justement, de surtout pas commencer par le produit, de surtout pas commencer par l'idée géniale qu'on a eue qui va forcément être incroyable, mais toujours de partir par le 1. Donc, vous me direz si c'est pas lisible et qu'il faut que je zoome. Le 1, un segment de clientèle, c'est concrètement qui on cible. Et une erreur classique est de se dire qu'on va commencer par cibler large, parce qu'on se dit comme ça, il y aura plus de monde. Mais en fait, non, il faut surtout cibler très petit pour avoir plus de chances de leur vendre quelque chose qui va vraiment répondre à leurs besoins avec une offre minimale. Et après, on aura la problématique d'élargir. Ensuite, en 2, c'est quoi leur problème? Encore une fois, on ne parle pas de notre produit, on parle bien de qu'est-ce qu'eux, ils rencontrent comme problème. Et après, on arrive sur le 3 et 4, proposition de valeur unique, solution, où là, et puis même canot 5, qui fait partie un peu comment on propose la solution, où là, on commence à se dire qu'est-ce qu'on propose comme produit. Mais toujours avec ce qu'on a vu avant. À qui ça s'adresse et surtout à quel problème ça répond. C'est-à-dire qu'en fait, on va plus être en train de dérouler la super idée qu'on a eue. On va être en train de se dire qu'est-ce qui va répondre aux problèmes des gens. Qu'est-ce qui va les aider à avancer? Qu'est-ce qui va les aider? Voilà. Après, on rentre dans le 6 ou le 7, flux de revenus, structure de coûts. Ça dépend de c'est potentiellement moins importance, mais effectivement, quand on commence à structurer quelque chose, bah, en fait, la notion de comment on va faire de l'argent, elle est quand même importante dans le sens où bah, on ne peut pas le faire complètement dans le vide. Enfin, il ne faut pas non plus se lancer dans une idée qui ne pourra pas continuer à terme. Et puis après, indicateur clé, bah, c'est juste pour rentrer dans l'action, en fait, comment on va avancer. Et puis, on a le petit dernier, l'avantage déloyal, qui est potentiellement optionnel si on n'arrive pas à le remplir, qui est le petit truc qui sert à convaincre les investisseurs, quoi. Pour dire, notre idée est géniale, et vous voyez, c'est nous. C'est forcément à nous qu'il faut la confier, et pas à quelqu'un d'autre. Moi, je sais que la première fois que j'ai rempli un Lean Canvas, j'ai pris une grosse baffe parce que je me suis rendu compte à quel point j'étais centré sur la case 4 Les en termes classiques. d'ingé. C'est surtout, tu vois, quand tu viens de la tech, c'est hyper classique. J'avais une classe 4, une case, je vais y arriver, 4, hyper développée, tu vois, avec des milliards de choses dedans. Et tout le reste, c'était quasiment vide, quoi. Et là, j'ai pris une baffe en me disant, ouais, si tu veux un jour monter un business, ben, en fait, il y a 8 autres cases à prendre en compte, quoi. Donc, du coup, si je double-clique, ça doit faire un post-it. Bah, commençons par le segment de clientèle. C'est Alors ça, quoi c'est ces... assez facile, c'est les développeurs. Ouais. Donc, Ça, c'est vraiment des développeurs logiciels, hein. développeur logiciel. Développeur logiciel. Après, on fait le Lean Canvas de quoi? On est bien d'accord, de compagnon, hein. Tu as raison. Écrivons en haut dans fait pour. Donc, On fait bah, pour compagnon. Compagnon qui est une application portée par artisan développeur. Ça, c'est pas le Lean Canvas de artisan développeur, quoi. À voir si après on peut élargir un petit peu à tous les gens impliqués dans l'IT. Mais pour l'instant, c'est le cœur ouais. de cible. Ouais. Je te suggère de ne pas élargir. En fait, si tu n'arrives pas à te décider, si tu te retrouves vraiment à avoir plusieurs segments de clientèle, vaut mieux même faire plusieurs Link Canva, en fait. Quitte à te rendre compte qu'effectivement, ça matche pas mal et que tu arrives à faire une solution, Hmm. mais au contraire, te laisser l'opportunité de voir qu'en fait, ça diverge et que c'est pas vraiment les mêmes problèmes ou que la solution pourrait marcher pour un profil donné, mais pas pour l'autre. Je me suis dit, on va commencer par la veille. Je vais commencer à cibler à partir de 2 ans d'expérience, quoi. Ok. Et encore, je suis en train de réaliser que tous les gens à qui j'ai parlé, c'était plutôt des profils un peu tech lead, quoi.
Donc du coup, effectivement, on va essayer de formuler les problèmes. Donc il y a la petite légende, je ne sais pas si ça se voit dans Twitch, lister les 3 problèmes principaux de de vos vos clients. clients. Et pour bien faire, il faut essayer de la faire au mode verbatim en fait. C'est la phrase. Et si c'est pas un verbatim que tu inventes, mais que c'est un vrai verbatim d'un prospect, puisque ce ne sont pas encore des clients, c'est encore mieux. Parce que du coup, ça veut dire bien qu'on parle d'un vrai quelque chose qui a été formulé par des personnes. Il y a un enjeu où la veille prend du temps. En fait, c'est l'audience. Ce qui est l'avantage Ouais. des loyals, c'est l'audience artisan développeur, qui est à peu près, je sais pas, on va dire peut-être 10 000 personnes, tu vois. C'est pas. C'est ça, c'est quoi la concurrence? C'est un peu ça l'intérêt de cette case-là. Enfin, déjà, c'est une source d'inspiration. Parce qu'en fait, finalement, c'est pour identifier aussi un peu les trous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ont ces problèmes, mais ils répondent peut-être d'une manière qui fait le taf. Ou alors, comment est-ce qu'on peut répondre mieux? Ou alors, au contraire, c'est pas Ah, répondu. Parfois, l'alternative est juste on galère. j'aimerais que Compagnon me nourrisse moi, en fait. Et c'est un des trucs, un des facteurs qui nous a donné envie d'aller là-dessus. Et là, quand tu dis ça, c'est pour ça que les cases 6 et 7 sont aussi importantes. Parce que si vous le faites que pour vous-même, Ah bah, bah du oui, coup, oui, oui, l'effort sera oui. peut-être pas. Voilà. Et là, en fait, c'est ce que j'ai un peu l'impression de sentir, c'est le fait de se dire comment on fait sa veille, pas tout seul. Il y a clairement, dans tout ce qui ressort, dans les intérêts, il y a un enjeu social, si tu veux, derrière tout ça. Mais autour de moi, c'est pas le cas. Du coup, il y a un double enjeu. Il y a l'enjeu il y a vraiment cet enjeu de je me sens seul, en fait. Et ensuite, du coup, implicitement, puisque j'ai trouvé un truc qui me plaît et que je trouve super, j'ai envie de le partager avec les autres. Tu vois, c'est logique. Tu vas ramer, quoi. Ça va être affreux. Donc, ce côté solitaire, je pense, est un vrai point de douleur. Je sais pas si c'est plutôt 3 ou 4, mais en tout cas, là, ça fait écho à ce qu'on a mis sur la notion de veille solitaire. A priori, c'est ça. Ah, je pense que c'est du 3, ça, c'est la proposition de valeur. C'est fais ta veille en meute, quoi. Alors, un message clair, unique, convaincant, qui transforme un visiteur en prospect. Voilà, donc, vas-y, c'est quoi la phrase? Fais ta veille en groupe, quoi, en meute. Comment tu l'amènerais ça? Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir échanger, interagir, en fait. La solution, ça serait de pouvoir interagir sur des sujets, des ressources qu'on trouve intéressantes. Donc en gros, partager des ressources plus réagir dessus. Ouais, partager des ressources et réagir dessus. Et ouais, moi, je dirais, en fait, si t'as pas cette ligne éditoriale forte, bah en fait, c'est quoi la valeur ajoutée par rapport à ouvrir un Reddit, Ouais, voire mais même un non, en fait, Trello en fait. Enfin, je veux dire, non, tu fais mais un Trello. je crois que tu as Sur raison. Trello, tu peux voter, tu peux commenter, tu bouges les cartes. Tu vois ce que je veux Je- dire? Enfin, Ouais, c'est. ouais, non, mais complètement, tu as Il y raison. a peut-être Ce plein qui de nous, raisons pour lesquelles une appli ça serait mieux, mais en tout cas, tu peux aller déjà très loin avec un Trello, quoi. Tu as Un complètement Trello. raison. La ligne éditoriale fait partie de la valeur ajoutée, fait partie de la signature de ce que tu vas trouver ici. Et donc, oui, c'est important de rester dans une ligne éditoriale qui est à définir et qui amènera qui sera un petit peu un prolongement communautaire de la ligne éditoriale sur le podcast. Quand Constantin t'a dit arrête de le dégoûter, il veut une appli, laisse-le faire une appli. Que je passe sur le partage lui-même. Enfin, tu vois, en fait, la vraie question, elle est plutôt, c'est sur ce problème-là. Comment motiver mes collaborateurs ou confrères ou etc. ou partenaires à s'intéresser à des sujets importants? Peut-être que la réponse, justement, c'est là que la ligne éditoriale forte intervient. Parce qu'en fait, on va te donner des contenus qui seront pertinents et qui seront aussi formulés de manière à être, entre guillemets, pédagogiques, qui vont accrocher les gens. Et tu vois qui vont être marqués comme des contenus qu'en tant que tech lead, tu vas pouvoir aider ton équipe, ça va leur parler, ça se lira vite, ça va leur retourner le cerveau et après on aura des échanges intéressants dans l'équipe. Moi, je dis les formations présentielles classiques, c'est comme remplir un verre d'eau à une borne incendie. Tu en perds beaucoup, quoi. Et c'est un modèle dans lequel je crois plus du tout. Et du coup, si tu veux on peut imaginer, on peut imaginer une prolongation de ça, c'est que derrière, à un moment donné, parce que dans le business model, c'est pas inintéressant, qu'il y ait de la formation. Donc il y a une certaine logique. Si tu rentres par la case formation, à ce que tu rejoignes la veille communautaire, et à l'inverse, si tu es intéressé par la veille communautaire, c'est logique que tu sois intéressé par les formations. Bon, de toute façon, le 5, les canaux, je pense que ça va être
Ça va être quoi, un site web ou une app ou les deux? En gros, mais enfin, de toute façon, Ouais, ouais, c'est une app, hein. C'est a priori, on est parti sur une app ouais, pour l'instant. Et donc, du coup, en termes en flux de revenus, comment va y avoir le charbon qui fait que ça va être pérenne? Donc il y a l'idée de dire Compagnon vient permettre de faciliter l'achat de formation. Donc la formation en elle-même peut servir. Et après, en termes de business model, là, tout est complètement exploratoire. J'ai eu une idée la semaine dernière qui est complètement attestée, qui serait un modèle à la Twitch. Un modèle à la Twitch, un modèle communautaire où tu achètes des crédits que tu reverses aux membres de la communauté qui font des trucs que tu trouves intéressants. Et après, il y a un autre modèle qui est à voir, qui est un modèle d'abonnement, tout simplement. Tu veux que je te fasse un bisou? Ah, merci. Et en fait, tu vois, dans le coin en haut à droite, on a date et numéro d'itération. Ah, effectivement, on est Ouais, ben c'est censé, pas pour rien. Et je pense que toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, tu peux te le mettre à jour, ton truc, en fait. Ah, mais c'est génial. On devrait l'utiliser comme un outil de communication, tu vois. Parce qu'on se dit, faire ce type d'atelier-là, ça nous donne un livrable qui est génial, c'est clair, c'est partagé. Et donc, et si on le tenait à jour, tu vois, à chaque sprint, on se fait une supervision, à chaque sprint, on va développer, on va tenir le truc à jour. Et en fait, en général, ça tient jamais, en fait. Ça tient jamais, c'est trop... Et en fait, généralement, la valeur, elle est à l'instant T, etc. Et c'est rarement la bonne... c'est rarement pérenne. Après, en fait, tu passes dans une autre phase et tu le structures autrement, quoi. Le Canva en lui-même, déjà, te force à te structurer. Même juste avec ce que tu as dans ton expérience et dans ta tête, tu peux déjà sortir des trucs intéressants si tu arrives à sortir de ce modèle de « j'ai une idée géniale, c'est ça qu'il faut faire ». En fait, je sais même pas si c'est pertinent. Enfin, en soi, structure des coûts... j'ai envie de dire, le structure des coûts, le prenez pas forcément comme argent comptant, je dis ça par rapport à mon expérience. Tu as envie de le rendre propre et clair parce que tu as ton flux de revenus qui est clair en fait. Tu as envie de t'assurer que tu auras une balance positive tout simplement. Donc effectivement, si tu sais pas, si t'as pas déjà une idée de combien d'argent tu vas gagner, tu sais que finalement tes coûts ils sont à faux perdu. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Vas-y, je te laisse formuler d'ailleurs, Benoît. Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre? Qu'est-ce que tu as envie de leur formuler dans cette mini rétro? Je suis curieux d'apprendre qu'est-ce que on en retirait. Et puis, tiens, peut-être un axe de suggestion, peut-être. Déjà, quelqu'un se dit, c'est dommage qu'on ait quand même pas les indicateurs clés. Les indicateurs clés, c'est lister les chiffres clés qui vous disent comment va votre business. Si tu as plein d'utilisateurs, c'est pas pour autant que ton business va bien. Les indicateurs marketing, parce qu'en fait, nombre d'utilisateurs actifs, c'est un indicateur marketing, ne sont pas des indicateurs business. Tu l'avais cité d'ailleurs hein, sur le lancement de Schoolmaker, par exemple, où ils avaient fait toute une phase de bêta-test en interne, et au final, quand ils lancent, ils apprennent quand même énormément. Donc, rien ne remplace jamais le vrai feedback de la vraie vie, avec un vrai produit qu'on lance, avec des vrais gens qui achètent, etc. Et en même temps, il y a toujours un moyen de tester en amont pour moins cher. Tu vois, en fait, la solution, c'est jamais dans les extrêmes, c'est toujours dans le compromis. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est pas contradictoire. Et rien ne nous empêche de prendre un peu de temps pour déjà tester dans notre tête sur ce type d'outil-là, qu'est-ce que ça pourrait donner. Et ça nous coûte encore moins cher puisqu'on n'a rien développé. Merci à tous. Merci à toi, JP. Vous êtes mes plus grands fans? Attends, faut que je le mette en grand. Non, faut que je le mette en grand quand même. Sinon, ça va pas aller. Je nous mets en énorme. Voilà. Vous êtes mes plus grands fans. Allez, salut à tous.